La ligne de transmission, c'est un élément essentiel dans une chaîne de communication. Ça peut être un câble coaxial, ça peut être deux fils conducteurs parallèles, donc un dispositif très simple. Prenons le cas de deux plaques conductrices parallèles. C'est la forme d'un condensateur, sauf que c'est plus grand, plus lent. La vue de droite, ça nous donne le schéma suivant. On a des charges électriques qui se condensent en haut et en bas, d'où le nom condensateur. Par exemple, ici, on a beaucoup de charges positives au milieu en haut et beaucoup de charges négatives au milieu en bas. Lorsqu'on est alimenté par une source électrique sinusoïdale, ce qui se passe lorsque le champ E est grand, c'est le cas du champ E au milieu. On voit des flèches qui sont longues et d'ailleurs on voit une accumulation de charges positives en haut, une accumulation de charges négatives en bas. Maintenant, lorsqu'on voit de l'autre côté, à gauche, on voit des signes opposés, des directions opposées du champ E. Et les charges positives sont en bas et les charges négatives sont en haut. Alors, il y a du courant qui va aller sur la surface de chaque plaque. Ce sont des courants surfaciques, JSO et JSD. Et la longueur de la flèche du courant, ça veut dire qu'il est intense ou non. Tout obéit les lois de Maxwell. La première loi, c'est la suivante, on l'appelle la loi de Faraday. C'est lorsque le champ électrique est tournant, il donne naissance à un champ magnétique variable dans le temps. Alors, on voit clairement à gauche un rotationnel. Le rotationnel n'est autre qu'une dérivation par rapport à l'espace. Et à droite, on voit une dérivation par rapport au temps. La deuxième équation de Maxwell, on l'appelle aussi ampère Maxwell, c'est que le rotationnel de H donne naissance à un champ électrique variable plus un courant surfacique. La troisième équation, c'est la divergence du déplacement électrique qui est égale à la densité de charge. Ça veut dire qu'il y a un monopôle électrique. Alors que la quatrième équation dit qu'il n'y a pas de monopôle magnétique. Il y a un dipôle, nord-sud, mais jamais un pôle tout court. Prenons les deux premières équations. Il est clair qu'à gauche, on a une dérivée spatiale et à droite, on a une dérivée temporelle. Alors, le rotationnel n'est autre qu'une dérivée par rapport à la première dimension et une dérivée par rapport à la deuxième dimension Y et une dérivée par rapport à la troisième dimension Z. En tout cas, une dérivée spatiale. À droite, on a une dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire une sorte de vitesse par rapport au temps. Le rotationnel, c'est quoi? C'est cet opérateur-là. On a à gauche une dérivée par rapport à X. Oui, pour la deuxième composante, on a une dérivée par rapport à Y. Et à la fin, on a une dérivée par rapport à Z. À droite, nous avons les composantes du champ, EX, EY, EZ. Et entre les deux s'opère l'opérateur opérationnel. Comment on le fait? On remarque que l'opérateur spatial rotationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grandeur physique, par exemple le champ E, et il calcule la même grandeur par rapport à une unité d'espace. Une unité d'espace unidimensionnelle, c'est-à-dire c'est une grandeur physique par unité de longueur, par mètre si vous voulez. Ah, comment on fait l'opération rotationnelle? C'est tout simplement, on prend la chose qui est à gauche, on la répète à droite, donc cette boîte-là, ça va aller à droite, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce bout-là, le bout qui est en haut, et on l'augmente en le mettant en bas. Donc on trouve 5 lignes si vous voulez, puis après qu'est-ce qu'on fait? On prend ce bloc-là, puis on calcule le déterminant. C'est quoi le déterminant? Alors, ça va nous donner cette diagonale moins cette diagonale. C'est le deuxième terme qui est ici. Alors, après, pour la deuxième composante, on fait descendre la fenêtre en bas et on fait la même chose. Diagonale moins diagonale. Puis on glisse encore la fenêtre pour composer le troisième composant. Alors, vous voyez que chaque ligne, c'est-à-dire chaque composante, est une grandeur physique, dans ce cas le champ électrique E, par rapport à une unité d'espace qui, dans ce cas, une longueur, que ce soit des Z ou bien des X ou bien des Y. On reprend notre ligne de transmission dans le cas simple de deux plaques parallèles.
Alors on va regarder de droite, ce qu'on voit c'est la chose qui est en bas. La première équation de Maxwell, le rotationnel de E est égal à la dérivée du champ magnétique B. Ça veut dire que lorsque le champ a un aspect tournant, il va donner naissance à un champ magnétique variable. En d'autres termes, le rotationnel n'est autre qu'un voltage par unité de surface. En effet, on voit à droite un condensateur. Ce condensateur-là avec un champ E parallèle à l'intérieur commence à être courbé sur les extrémités. Le champ E n'est autre que la tension VAB que divise la distance entre les deux plaques. Donc le champ électrique, c'est une tension par une unité de longueur. Maintenant, le rotationnel, qui est une dérivation spatiale, on va diviser encore par une unité de longueur, ce qui nous donne que le rotationnel du champ E n'est autre qu'une tension par unité de surface. Maintenant, pour le champ B ou bien H, c'est la même chose, c'est une constante qui est entre les deux. Alors, il y a ce qu'on appelle l'effet d'induction. Lorsqu'on a une boucle qui se forme, donc le champ électrique, il parcourt une courbe, il va créer au milieu un champ magnétique. Ce champ magnétique-là va tourner. Et on voit dans l'expression du champ magnétique B, à droite, que le champ magnétique, c'est un courant divisé par R, divisé par une dimension spatiale. Alors, le champ magnétique est une grandeur physique qui est un courant par rapport à une unité de longueur. Pour la deuxième équation, on a rotationnel de H qui est égal à la dérivation par rapport au temps du champ électrique ou bien du placement électrique plus J, c'est un courant surfacique. Alors, le fait qu'on ajoute deux grandeurs, donc ces deux grandeurs ont la même unité, alors le rotationnel de H est un courant surfacique. Donc, rotationnel de H est égal à J, et surtout au niveau de l'antenne, le J c'est un démarreur de l'onde. Donc, avant que l'onde commence à se propager, il faut un J, et ce J-là n'est autre que le rotationnel de H. D'ailleurs, c'est le J qui se forme au début, puis il va créer un H tournant, donc un rotationnel de H, et le rotationnel de H va créer un champ E, le champ E va créer H, etc. Comme ça se fait la propagation. Et donc, le rotationnel de H est un courant surfacique. Le champ E, comme on l'a dit, c'est une tension divisée par la distance entre les deux plaques de condensateur, donc une tension par unité de longueur. Maintenant, ce rotationnel de E, qui est une tension divisée par une surface, est égal à une dérivation par rapport au temps. De quoi? Du champ H. Le champ H, on l'a vu tout à l'heure, c'est un courant divisé par une unité de longueur. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? On a une tension d'un côté, un courant de l'autre, et on a une dérivation par rapport au temps. Ça nous donne l'effet inductif. C'est comme une bobine. Donc c'est la chose qu'on voit à droite. Donc la tension, c'est une inductance que multiplie la dérivée du courant. Pour la deuxième équation, on a aussi une dérivation par rapport au temps. Mais de quoi? D'un champ électrique E. Et le champ électrique E, c'est une tension divisée par une unité de longueur. C'est une tension au bout de la ligne. La dérivée d'une tension, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans l'effet capacitif, dans le condensateur. Donc, on a le rotationnel de H n'est autre qu'un courant surfacique, donc c'est un courant au bout de la ligne. Et à droite, on a une dérivation de la tension. C'est l'effet capacitif qu'on voit à droite. Donc, le courant n'est autre qu'une capacité qui multiplie la dérivée de la tension. Ces remarques-là nous amènent à l'aspect lignée de transmission. Tout d'abord, commençons par le formalisme complexe.